Bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Vous voyez, il ne faut jamais désespérer. À peine 3 semaines après la fin de mon cycle de cours, j'ai trouvé le titre des séances. Alors, tout heureux, j'ai refait l'affiche, et complète cette fois-ci, cours et séminaires, afin de rendre visible l'articulation entre les politiques de l'amour et les littératures du réveil, puisque le cours était consacré à l'un et le séminaire sera consacré à l'autre. C'est à l'introduire donc que seront consacrés ces quelques propos liminaires, ou plus exactement à introduire l'introduction bien plus conséquente et substantielle de mon ami François Foronda, en expliquant simplement le choix de faire cela ensemble, de faire cela et de le faire ensemble, et en se gardant évidemment de tout sentimentalisme. C'était l'un des enjeux du cours de cette année, ménager une bonne distance à la politique de l'amitié, parce que c'était lui et parce que c'était moi. Donc, trouver le titre d'une séance après coup, ou au moment où elle commence à se terminer, ça porte un nom qui dit de manière contradictoire le retour en arrière et le progrès, la conservation et la révolution, et ce mot est réforme. Aujourd'hui, l'État s'affirme en se réformant et en imposant à ses gouvernés l'intériorisation d'une contrainte ou d'une culpabilité, la réforme. Ce que me dit souvent François Foronda, tu dois réformer ton comportement. C'est qu'il a participé au volume récent coordonné par Marie Dejoux et paru l'année dernière aux éditions de la Sorbonne. Quelques-unes d'entre vous, participantes et participants du séminaire, y ont justement contribué. Réformatio, les mots pour dire la réforme à la fin du Moyen-Âge, où il apparaît que ces mots ne sont pas toujours ceux que l'on croit, et en particulier pas celui de réforme, car de la réforme grégorienne à la réforme protestante, le vocabulaire de l'amélioration politique, reformatio in melius, désigne bien cela, a changé de sens, sous la pression sans doute de l'aspiration démocratique, ou du moins de la dynamique de contractualisation du pouvoir qui, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, dispute, Jacques Crinen l'a montré, à sa tendance antagoniste, toujours susceptible d'alourdir l'arbitraire du pouvoir. La réformatio retrouve alors son sens étymologique de retour initial à la forme, après qu'elle ait été déformée par le temps. Cette dynamique qui consiste à réformer pour reformer peut se dire dans le langage de l'amour, qui nous a longtemps occupé cette année. Je lis par exemple dans ce même volume, sous la plume de Carole Mabou, la citation d'un poème de Jacopone da Todi, qui au XIIIe siècle disait de l'amour qu'il redonne forme au cœur de l'homme moralement déformé. Pourquoi dire cela ? Pour commencer, parce qu'il sera question, durant ces 6 séances que nous allons à présent vous présenter, de penser l'histoire médiévale de la conscience politique, histoire médiévale plus que généalogie médiévale de la conscience politique, en relisant d'un nouvel œil, ou plutôt la puce à l'oreille, ces textes classiques de la littérature politique qui, je l'avoue, m'ont toujours un peu fait bâiller d'ennui. C'est vrai que ces grands textes de réformation, qui sont les textes canoniques de la culture politique de la fin du Moyen-Âge, eh bien, on ne sait pas trop comment les aborder, et une des manières d'en réveiller le désir de les lire à nouveau frais, eh bien, ça a été de les aborder. En tout cas, c'était l'invitation de François Foronda, et je dois dire que c'est le séminaire, c'est l'idée du séminaire, c'est le désir de ce séminaire qui a organisé le cours qui le précède et non l'inverse. Aborder cette culture politique qui se dit dans le sens de la réformation depuis le motif du songe politique. J'ai eu l'occasion de l'évoquer rapidement lors de la première séance du cours, le rêve étant la porte, ou plutôt, dans un sens plus benjaminien, le passage, au travers duquel l'art d'aimer se
se politise en art de gouverner. Or, l'un des auteurs à travers lequel s'observe ce passage, à moins qu'il ne soit lui-même traversé par ce passage, c'est Alain Chartier, dont on va parler aujourd'hui, qui est à la fois le poète courtois qui chante la dame dans ses ballades et ce réformateur politique qui envisage désormais la France comme une communauté affective, la France qui, dans son quadrilogue invectif, pleure sur le pauvre peuple désarticulé comme un pantin plaintif et donc, au sens propre, déformé. Passant du ressassement de la complainte à l'espérance du débat, il met la même énergie érotique et politique à discuter des passions humaines et à le faire pour surmonter le deuil d'une réforme impossible. Voilà avec qui, Alain Chartier, on va passer la séance aujourd'hui. Et je n'en dis rien de plus, sinon que ce secrétaire de chancellerie est contemporain d'une transformation du champ littéraire sous le règne de Charles VII, où le poète acquiert une souveraineté créatrice par son engagement politique pour le bien commun, hors des cadres universitaires, peut-être même à distance de la cour. Et on peut d'ailleurs, pour que cette mutation fasse image, pour la rendre visible, eh bien, traverser la rue et aller jusqu'au 16 juin, voir l'exposition au musée de Cluny, Les Arts en France sous Charles VII. Alain Chartier, eh bien, j'y viens, cet auteur qui, dans son débat de réveil matin, invente en 1423 l'expression « avoir » ou « mettre la puce à l'oreille », dont l'historienne Emma Caillet s'est fait l'analyste subtile, car si l'amoureuse veille, au sens où elle a la puce à l'oreille, le poète engagé a lui aussi la puce à l'oreille, au sens où il sait se montrer vigilant face au bruit que fait le temps qui vient, et la langue garde la mémoire de cette ambivalence en disant du même mot veille, le manque de sommeil, la vigilance et l'antécédence. Pour le dire avec Jean-Baptiste Brenet, qui viendra clore notre dernière séance, dire aujourd'hui c'est demain la veille, c'est dire qu'il est grand temps désormais de se réveiller pour ne pas manquer au temps qui reste. Donc cet été, pour le dire de manière sincère, j'aurais dû terminer mon livre sur la peste noire, et au lieu de ça, j'ai écrit 2 petits livres de diversion, mais de diversion dans l'engagement. Le premier est un engagement politique et s'appelle justement Le temps qui reste. Le second est un engagement poétique et s'appelle Les colonnes de San Lorenzo. J'en profite pour annoncer à ceux que ça pourrait intéresser que je présenterai ce livre, Les colonnes de San Lorenzo, ce dimanche 28 avril au musée Albert Kahn en compagnie du comédien Christophe Brault. Et ce texte raconte l'histoire d'un homme qui se réveille. Mais je vous promets que je ne m'en suis rendu compte qu'au moment où je l'ai envoyé à François Foronda avec une dédicace en disant « Tiens, il s'agit peut-être de littérature du réveil ». J'arrête là la psychanalyse sauvage, tout en continuant à me méfier de l'attendrissement par lequel l'histoire des sensibilités risque toujours de verser dans ces fades littératures que craignait Lucien Febvre dans son livre sur Marguerite de Navarre, qui me permit de prendre congé de vous lors de la dernière séance du cours. Voici 3 semaines. Un mot pour terminer, et pour vous dire mon plaisir d'entreprendre cette aventure avec mon collègue et ami François Foronda. Nous avons fait équipe pendant de très nombreuses années à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour faire des TD, les TD de M. Genet, Jean-Philippe Genet, sur l'histoire des cultures politiques, sur l'Europe de Comines, sur les révoltes et les révolutions à la fin du Moyen-Âge. Et nous avions affaire à ce genre de textes doctrinaux. Et tandis que je réfléchis actuellement aux moyens de faire retour au socle même de ma formation historienne, celui de l'histoire urbaine, eh bien, il me faut traverser la couche sédimentaire de cette seconde strate, qui est celle de l'histoire des pouvoirs, qu'il a en partie recouverte, en n'oubliant pas que c'est mon maître Jean-Louis Biget qui m'a mené de l'un à l'autre. Alors, avec le programme Jeunesse de l'État moderne, puis les vecteurs de l'IDL, nous étions donc, François et moi, à l'école du comparatisme, et c'est en tant qu'historien de la Castille médiévale que François Foronda a largement contribué à le réformer
ce programme et à le reformer à partir de ces grandes enquêtes collectives sur la monarchie sous contrat et plus globalement sur toutes les formes de contrats d'alliance et de contrats politiques dans cette Europe qui, justement, hésite entre ces deux tendances démocratiques et autoritaires qu'avait pointé Jacques Crinen. Et on avait parlé ensemble, j'avais évoqué les travaux fondamentaux de François sur la privanza, sur la privauté comme relation gouvernementalisante. Et puis je me souviens que la première fois qu'il m'a demandé de tirer les conclusions d'une journée d'études doctorales qu'il avait organisée à Paris 1 à la fin du siècle dernier, c'était aussi pour explorer, la formule avait étonné par sa charge érotique legendrienne, les obscurs fondements de l'autorité. Bref, quand on se réveille, on dit parfois qu'on retrouve ses esprits et voilà pourquoi toute littérature du réveil est aussi une littérature des retours, pour reprendre le titre d'un de ses très beaux livres, Les Retours, où François revient sur son parcours. Et je n'oublie pas non plus que ses premières armes, François Foronda les a fourbies sur des textes de la monarchie française, notamment en allant chercher le langage de l'amitié, c'est-à-dire de l'amour, dans les formules d'adresse de la correspondance de Louis XI. « J'ai bien espérance que vous besognerez bien », écrivait-il à son très cher et très aimé cousin Adhémar de Chavannes en 1472, 70 d'ailleurs, je n'en doute pas, que l'on besognera bien ensemble, François, et en faisant retour, je pense que c'est l'objet aussi de ta présentation, depuis Alain Chartier jusqu'à la monarchie castillane. Bien, merci Patrick. Bonsoir à tous. Donc je vais commencer à parler et tenter d'introduire un peu les thématiques de ce séminaire. Et disons, je vais me lancer tout d'abord dans une introduction de l'introduction en soulignant quels seraient les trois enjeux qu'il s'agit de régler aujourd'hui. Il y a un premier enjeu, et il y a ici beaucoup d'habitués du cours magistral de Patrick Boucheron, c'est bien entendu la question de l'articulation et de la continuité entre le cours qu'il a fait pendant 12 semaines sur les politiques de l'amour et ce séminaire sur les littératures du réveil. Deuxième enjeu, ce serait celui de poser une définition, parce que cette formule de littérature du réveil, eh bien, logiquement, cela vous paraît assez obscur, et rassurez-vous, nous aussi, en réalité, parce qu'il s'agit d'un pari. Et puis répondre à la question du jour aussi, puisque cette introduction du séminaire est placée sous le vocable d'une question: comment se réveiller politiquement ? Alors le premier enjeu, je pense que Patrick Boucheron continuera lui-même à établir le lien entre son cours magistral et les thématiques de ce séminaire. Et c'est vrai qu'il a rappelé finalement que dans cette histoire de naissance de programmation, finalement, les littératures du réveil sont arrivées avant les politiques de l'amour, et que le calendrier fait que l'on parle des littératures du réveil après les politiques de l'amour. Alors, je vais tenter d'établir des pistes, de suggérer des pistes, de signaler des correspondances, ou encore de tisser des entrelacs entre son cours et ce séminaire. Et en même temps, lui et moi croyons en la vertu de la déconnexion, en cela qu'il est parfois bon de prendre finalement des lignes de traverse, des voies de traverse, pour arriver au centre des questions. Le deuxième enjeu, c'est celui de la définition. Il n'est pas simple, en réalité. C'est un peu bizarre de commencer par une définition, alors même que tout l'enjeu du séminaire est de chercher à définir, finalement, cet objet que l'on désigne par les littératures du réveil. Et pourtant, je vais tenter de vous proposer quelque chose, une définition qu'il s'agira de vérifier au cours des 6 séances qui nous réuniront jusqu'au 4 juin, qu'il s'agira par conséquent d'amender, de peaufiner, également d'y ajouter une chronologie peut-être, mais je vous propose ceci: entendons par littérature du réveil toute littérature, donc sans aucune exclusion de genre ou de forme, dont l'objectif est d'éveiller à la politique, de produire un réveil politique, ou encore d'exhorter à la veille politique. Alors, on en est à un stade
liminaire, bien entendu, mais je pense qu'on peut partir en tout cas de cette proposition et je l'amenderai déjà en fait assez vite. Alors, pour aborder ces enjeux, il faut bien entendu établir un cheminement qui est celui de l'idée de ce séminaire. Et puisque Patrick évoquait notre fréquente conversation comme fondement de cette proposition, moi je rappellerai tout simplement un déjeuner, celui du 20 janvier 2023, j'ai des SMS qui l'attestent, où Patrick Boucheron et moi-même, comme nous le faisons souvent, déjeunons, parlons de plein de choses, rarement d'histoire, mais là on parle d'histoire. Et puis surgit, tout à coup, cette formule de littérature de réveil, et puis surgit aussi le nom d'Alain Chartier, et puis surgit aussi ce qui caractérise Alain Chartier, c'est cette continuité entre la littérature amoureuse et la littérature politique, et l'idée au fond qu'il n'y a pas de frontière chez ces auteurs entre un genre, une forme et une autre. Alors on pourrait aller plus loin en réalité sur ces obscurs fondements des littératures du réveil. Et je pense ici à l'expression souvent utilisée à propos de la prédication vaudoise, une prédication du réveil, à propos des textes utilisés lors de cette prédication. Puis je pense aussi à Jacques Rinène, forcément, dont vous a parlé Patrick Boucheron au cours de son cours magistral, à son ouvrage « L'Empire du roi » en 1993. Comprenez à quel point il a pu être pour une génération un ouvrage important, et pour moi qui commençais véritablement ma spécialisation en histoire médiévale, c'était un ouvrage à l'époque tout à fait limpide, et Alain Chartier faisait partie de ces auteurs qu'abordait Jacques Rinène dans non pas son dernier chapitre qui portait sur l'absolutisme, mais l'avant-dernier chapitre, lorsqu'il aborde la propagande patriotique et qu'il en profite pour dresser en fait une typologie des littératures qui surgissent au XVe siècle, autour d'un drame, qui est celui de l'occupation anglaise, de cette monarchie valois en crise, de la monarchie de Bourges et de l'appel au réveil, justement, d'une nation France, puisque c'est l'expression qu'utilise également Colette Beaune à peu près dans les mêmes années. Il y avait forcément ici, pour des historiens qui s'intéressaient aux politiques au Moyen-Âge, tout à coup, en fait, une ligne de compréhension qui s'établissait devant nous pour envisager les choses. Avec le temps, moi, je pense à d'autres choses. Je me suis éloigné de la France. Il est vrai que j'avais voulu travailler au départ sur la France et sur l'amour en politique, d'ailleurs, ce qui m'avait conduit aux formules de politesse. Mais depuis, je suis parti du côté de la Castille et j'ai abordé d'autres réveils, et notamment au propos de la guerre civile entre 1366 et 1369, qui oppose un roi légitime, mais qui est passé tyran, à son demi-frère bâtard, mais qui se veut le champion du bon gouvernement, à la frontière qui se crée dès lors entre deux régimes politiques. Et sans doute que vous avez beaucoup voyagé, que certains d'entre vous sont allés à Séville, dans ce palais qui aujourd'hui paraît un palais musulman, mais qui est le palais musulman d'un roi chrétien. Or, l'un des chroniqueurs les plus représentatifs de ce moment, Pedro López Ayala, situe très exactement la frontière entre royauté et tyrannie au cœur d'un face-à-face entre un palais gothique et un palais musulman. Pourquoi je dis cela ? Parce que je crois que d'une certaine façon, les littératures du réveil sont des littératures de la frontière. Mais des littératures de la frontière entre deux régimes politiques. La royauté, bien entendu, et c'est celle que tente finalement de définir toute une doctrine politique à partir des Miroirs au prince et d'autres productions au XIIIe siècle. Et puis, cette corruption de la royauté qu'est la tyrannie. Et c'est là, je crois, une façon d'envisager les littératures du réveil comme littérature de la frontière. Et frontière entre quoi ? Entre la crainte de la tyrannie et l'aspiration à la réforme, dans un jeu, par conséquent, de sentiments opposés qui va de l'affliction à l'espoir, de la peur à l'amour, du tourment à la consolation. Ce sont là, en gros, les pôles émotionnels de ces littératures du réveil. Alors, il me reste à aborder quand même le troisième enjeu avant de continuer la route de cette introduction, cette fois-ci au séminaire, et c'est de tenter de répondre à la question du jour, comment se réveiller politiquement. Alors,
Je vais en parler à peu près pendant un peu plus d'une heure, je pense, donc je ne vais pas ici ajouter d'autres éléments. Simplement, j'aimerais peut-être ajouter déjà quelque chose, un élément à la proposition de définition que j'ai formulée. Je vous la rappelle, toute littérature, donc sans exclusion de genre ou de forme, dont l'objectif est d'éveiller à la politique, de produire un réveil politique ou encore d'exhorter à la veille politique, et j'ajoute à présent, étant entendu que le caractère politique de l'éveil, du réveil et de la veille est produit par le regard que cette littérature ou ces littératures portent, projettent sur l'exercice du pouvoir. Alors tout cela est assez classique finalement. Et dans les quelques mots introductifs à l'introduction, Patrick l'a rappelé, et un autre historien médiéviste français, Jacques Chifolot, n'hésiterait pas à ce moment-là à utiliser une de ces expressions fétiches. Tout cela est un peu popote, finalement. Et puis, si Patrick Boucheron n'avait pas abordé la question de l'obscène pendant son cours magistral, qu'il ne s'était pas amusé à mettre le derrière devant, je n'oserais pas le faire, mais puisqu'il l'a fait, je vais le faire, employant un dicton populaire, après tout, c'est bien dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. Alors le vieux pot, c'est qui ? C'est Alain Chartier. C'est ça le vieux pot. C'est le vieux fond de sauce, en quelque sorte, de ces littératures du réveil. Et à partir de lui, je vais suivre un mouvement qui va consister à commencer, bien entendu, par Alain Chartier, dont l'œuvre a été, dans sa compréhension, profondément renouvelée du point de vue des approches, avec son insertion dans un champ poétique qui est profondément marqué par un terrain de jeu agonistique qui est produit par le débat. Sur cette base, on s'intéressera à la mise en débat par le songe, en particulier au travers de la figuration du songe dans les manuscrits enluminés du quadrilogue invectif et du livre de l'espérance. Et il y sera question de sommeil et de réveil, mais encore d'extérieur et d'intérieur, mais aussi de chaises et de lits, ce qui nous permettra de constater en fait l'alitement du poète pratiquement à la fin de son parcours, à la fois politique, vital et poétique. Et puis à partir de là, nous suivrons Alain Chartier en Europe, puisque c'est un auteur qui a eu un succès européen, et suivre Alain Chartier en Europe, ça amènera à suivre une piste castillane qui m'amènera en fait à un terrain de jeu également fortement marqué par la compétition et qui m'amènera à constater quelque chose. Cette fois-ci, ce n'est pas l'alitement du poète, mais c'est l'alitement du prince. Avec une question dans la figuration de l'alitement du prince, qui est peut-être, en fait, au travers de cette image, et peut-être une image de majesté, le réveil, ici, d'un modèle de royauté primordiale et inquiète. Arrivé à ce point, nous reviendrons en France, rassurez-vous, mais pour constater un alitement royal de nature pratiquement semblable avec Charles VI, dont vous savez la folie et dont Patrick Boucheron a parlé pendant son cours magistral, et un Charles VI que Pierre Salmon tente de réveiller à son identité royale au travers de ses dialogues. Ce qui m'aidera à poser un problème, au fond, est-ce que les rois de la fin du XIVe siècle et de la première moitié du XVe siècle sont tous atteints d'une maladie d'État qui serait celle de la léthargie et qu'il s'agirait par conséquent de guérir, de soigner au travers des littératures du réveil, ce qui m'amènera in fine à proposer peut-être cette première réponse à la question du jour, comment se réveiller politiquement, eh bien peut-être tout simplement en ne s'endormant pas, et j'espère que je ne vais pas vous endormir pendant ce propos. Alors, commençons donc par le premier mouvement. J'espère que ça fonctionne, voilà. Donc par Alain Chartier. Alain Chartier, dont vous avez donc ici à l'écran, excusez-moi, je découvre cet appareil, puisque à la Sorbonne, on n'a pas en fait cet accompagnement technique, donc je suis tout fou et je passe ça rapidement. Alors Alain Chartier, je vous rappelle ses dates, simplement, il est né entre 1385 et 1390, et il est mort en 1430, ça on est
sûr. Alors, comment définir Alain Chartier? Tout d'abord, c'est un Normand. Alors, ça peut vous sembler complètement banal, mais ça ne l'est pas en réalité, parce que la Normandie est productrice d'un certain nombre d'auteurs, qu'on pourrait qualifier d'auteurs politiques au XVe siècle. C'est Alain Chartier qui, sans doute, fixe le modèle, mais c'est ensuite Thomas Bazin, un évêque de Bayeux opposé à Louis XI, et c'est encore l'astrologue et médecin de Louis XI, Pierre Chouanet, qui produira lui-même quelques morceaux bien connus de littérature astrologique, politique, de miroir au prince. Il joue avec les genres. La question qu'on peut se poser, c'est un Normand, est-ce que cela a du sens? Oui, bien sûr. Parce que si cette Normandie a produit autant d'auteurs politiques, c'est parce que dans la guerre de 100 ans, cette Normandie fait partie d'un front principal d'opposition, que la Normandie a été occupée pendant longtemps, et que la Normandie, en plus, il y a une autre problématique, c'est celle de la fiscalité qui se met en place. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier foyer fiscal du royaume, et que dès lors, on y discute de l'impôt qui est ce vecteur de politisation considérable. Et puis, si la Normandie, au XVe siècle, est cette terre qui produit des auteurs politiques, c'est parce qu'au XIVe siècle s'y est avivée aussi une conscience politique particulière, celle d'une différence normande, qui s'est avivée du fait des enjeux et des luttes entre la maison de Valois et les Évreux navarres, et tout cela nous mène au coup de majesté de Rouen en 1356, lorsque Jean de Lebon arrive à Rouen dans le château à un banquet organisé par son fils le dauphin, et qu'il fait arrêter son cousin Charles d'Évreux-Navarre, roi de Navarre, donc Charles d'Évreux, roi de Navarre, mais également d'autres seigneurs normands qu'il fait exécuter immédiatement. Il y a là, dans cette, dans cette préhistoire du XIVe siècle, de l'éclosion d'auteurs politiques du XVe siècle, un sentiment à vif, sans doute, qui explique cela. Puis Alain Chartier, ensuite, il n'est pas isolé. Il fait partie d'une famille extrêmement importante, celle des Chartiers, qui très clairement a choisi le service au roi. Alain Chartier est le fils d'un riche bourgeois, il est né à Bayeux, je vous l'ai dit, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une fratrie Chartier. Les trois frères, Guillaume, Thomas et Alain, vont tous servir le roi, c'est-à-dire, quand je dis servir le roi, c'est-à-dire faire le choix de la fidélité française, passant par conséquent du service de Charles VI à celui du dauphin, le gentil dauphin de Bourges, et ensuite, bien entendu, de Charles VII. Et son frère Guillaume est évêque de Paris, alors il deviendra un peu mécontent un peu plus tard sous le règne de Louis XI. Thomas va être le futur historiographe de Charles VII. Et Alain, pour sa part, Alain, qui est passé par l'université de Paris, son parcours va être en réalité double ou triple. Le service au roi qui passe par l'intégration à l'hôtel du roi, bien entendu. Or, l'intégration dans cet hôtel du roi, il passe d'abord par l'intégration à un hôtel princier, c'est celui de Yolande d'Aragon, femme du roi René, mère de Marie d'Anjou, épouse du futur Charles VII. Et c'est par là, par l'hôtel de Yolande d'Aragon, qu'il passe à l'hôtel du dauphin. Et la première lettre que Chartier signe pour le dauphin Charles date du 16 septembre 1417. À partir de là, les signatures de lettres se poursuivent. Chartier arrête de signer des lettres autour de 1428 et il meurt en 1430. Or, cela nous dit quelque chose de fondamental sur son identité professionnelle. Il fait partie du milieu des notaires secrétaires du roi. Or, c'est un milieu dont on sait, depuis le début du XIVe siècle, qu'il est culturellement extrêmement actif. C'est dans ce milieu que naît une œuvre considérable, le roman de Fauvel, qui, là aussi, est un peu une œuvre transgenre, musicale, œuvre satirique, miroir au prince. Et puis, ce milieu culturel des secrétaires notaires, son activité intellectuelle se transforme en activisme avec l'humanisme, du fait de la communication des chancelleries entre Paris et Avignon,
C'est dans ce milieu que sont recrutés principalement les membres de la cour amoureuse de Charles VI, dont vous a parlé Patrick Boucheron, et c'est un milieu dans lequel surgissent des querelles, et notamment cette querelle du roman de la Rose, qui a agité ce milieu des secrétaires notaires du roi entre 1401 et 1405, où il est question, à la suite de la réaction de Christine de Pisan, tout simplement du caractère misogyne et obscène du roman de la Rose. Chartier, donc intégré dans ce milieu, participe logiquement à des ambassades entre 1425 et 1428 auprès de Sigismond, l'empereur Sigismond, auprès du pape Martin V, du duc de Bourgogne ou encore de Jacques Ier d'Écosse. Or, à ce moment-là, dans ces années, lorsqu'il participe à ces ambassades, sa réputation littéraire est en réalité déjà bien assise. Comme vous le voyez sur la chronologie de ses œuvres et le corpus qui se trouve à l'écran, en gros, on peut considérer que le Lait de Plaisance est sans doute sa première œuvre poétique, autour de 1412-1415. Son activisme poétique a tendance à s'accentuer entre 1419 et 1425. Et dans cet activisme politique, il faut constater une politisation, en fait, des thématiques abordées par Alain Chartier, y compris dans sa littérature amoureuse, autour d'un moment qui est un véritable tournant dans la trajectoire d'Alain Chartier, la bataille d'Azincourt en 1415, où meurt une bonne partie de la meilleure chevalerie française, et puis le traité de la honte, qui est le traité de Troyes en 1420, qui ébauche l'idée d'une double monarchie entre la France et l'Angleterre. Alors cette politisation, elle est particulièrement marquée. J'y vois rien en plus. Ouais. D'accord. Cette politisation, elle est particulièrement marquée dans ses œuvres en prose, et bien entendu dans le quadrilogue invectif rédigé en 1422 et le livre de l'Espérance rédigé en 1428-1430. Quadrilogue invectif, que le ressort est assez simple. Le poète a fait un songe, il voit des personnages qui représentent les différents États du royaume, France qui est là également, et ça se chamaille, bien entendu, sur l'état du royaume. Le livre L'Espérance est moins drôle, puisque le poète, en fait, les tribulations du royaume fait que lui-même, on va le voir, tombe dans un état de transe politique, qui fait que le poème n'est lui-même pas achevé, mais au fond, la question est toujours la même, c'est la destruction de la nation France. Alors, Chartier lui-même avoue dans ce livre de l'Espérance, qui n'est pas tout à fait le dernier livre de Chartier, puisque le Curial lui succède, Chartier parle lui-même de ce renoncement. Vous avez ici à l'écran le début de ce livre de l'Espérance, et Chartier achève le poème, ça veut dire qu'il n'a pas renoncé à la prose, puisqu'il commence ce roman en prose par une poésie, en disant ceci: du temps perdu, il parle au 10e an de mon dolent exil, donc 10 ans se sont passés. Il pense bien entendu à ces dates, ce tournant dont j'ai parlé, du temps perdu, pays conquis, ami mort, en l'advenir que penser ne savons, fort que petit d'espérance y avons, quand nous voyons France si déchoir, et à nous, tous du déchiet méchoir, je soulois ma jeunesse acquittée, à joyeuse écriture dictée. J'avais l'habitude de passer ma jeunesse à dicter ou à écrire de joyeuses écritures. Or me convient, outre ouvrage tissir, de cœur dolent ne pourra jouir, joie issir, peine pour. Donc or me convient un autre ouvrage tissé, et entendons passer à un autre type d'écriture. Alors, y a-t-il, la question qu'on peut se poser, une schizophrénie chez celui qui a été intitulé, auquel le titre de père de l'éloquence française a été attribué par Pierre Fabry en 1521, entre d'un côté ce qui serait les écritures joyeuses du début, donc littérature courtoise, amoureuse, et puis
les autres littératures qu'on a du mal à qualifier, littérature patriotique, littérature politique, littérature triste, si les premières sont joyeuses, autant constater que les secondes sont quand même un peu tristes, hein, et c'est peut-être la meilleure façon, finalement, de les qualifier. Ben non, bien entendu, il n'y a pas de schizophrénie chez Alain Chartier. Et j'ai évoqué tout à l'heure le renouvellement profond qui était intervenu à propos de l'œuvre d'Alain Chartier depuis le début des années 2000. Il faut citer ici les travaux que vient d'une spécialiste de littérature française dont le nom a été cité par Patrick Boucheron, hein, Emma Caillet, hein, avec son ouvrage paru en 2006, Debates and Dialogue, Alain Chartier in this Cultural Context, hein, donc débat et dialogue, Alain Chartier dans son contexte culturel. Emma Caillet, qui a par la suite été suivie par d'autres spécialistes de littérature française aux États-Unis. Je pense ici à Daisy Delogout, et j'aimerais rappeler qu'elle vient prononcer une conférence le 7 mai et qu'elle interviendra lors de la 3e séance du séminaire le 14 mai, en compagnie de Laetitia Tabar, hein, qui elle-même fait partie de ces spécialistes de littérature qui ont renouvelé le champ. Et il me faut citer également Florence Bouchet, bien entendu, qui a coordonné tout récemment en 2020 avec Sébastien Casalas et Philippe Maupeux un très bel ouvrage, Le pouvoir des lettres, hein, sous le règne de Charles VII, qui est un ouvrage collectif qui fait le point justement sur ce contexte particulier dans lequel nous nous situons. Alors qu'ont montré ces travaux, je pourrais citer bien entendu d'autres personnes, hein, qui ont participé à ce tournant, mais retenons ceci, c'est que si l'on en croit ces travaux, et il faut les suivre volontiers, il n'y a pas de barrière, de frontière entre l'œuvre latine et l'œuvre française, il n'y a pas de frontière entre la poésie et la prose, et il n'y a pas de frontière entre ces écritures joyeuses et l'écriture triste dont j'ai parlé, politique ou patriotique. Ça, c'est une autre question. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que cette continuité, en fait, c'est pas non plus une surprise, hein, en réalité. Il y a cette œuvre curieuse, hein, de Gabriel Joret Desclosières, publié en 1876, hein, qui est un juriste bonapartiste qui après devient député du Calvados et qui écrit en 1876 une biographie littéraire d'Alain Chartier, intitulée Alain Chartier, auteur national avec majuscule au XVe siècle. Et le premier titre qu'il envisage dans ces titres dont il parle ici pour définir Alain Chartier comme auteur national, c'est, et là je n'y vois rien, parce que je pensais avoir l'écran, c'est les quatre dames, voilà, c'est le débat des quatre dames. Et en gros, il pose une question assez simple, mais en fait on ne comprend pas, hein, pourquoi cet auteur national s'adresse aux femmes. Il a une réponse très claire. On est 6 ans après la guerre avec la Prusse, parce qu'il s'adresse aux femmes, bien entendu, parce qu'il a tout compris. Ce sont elles, hein, qui sont les gardiennes de la patrie. Leur vaillance, hein, leur dévouement, leur vigilance, hein, expliquent que Chartier, qui a de la vue, c'est un poète, se soit adressé à ces femmes. Bon, c'est une parenthèse un peu drôle, hein, simplement. Alors revenons toujours à ces œuvres. Alors, outre la réunification, hein, des divers pans de l'œuvre de Chartier, le renouvellement s'est joué sur un autre terrain, le renouvellement des perspectives, qui est la caractérisation du champ littéraire, hein, dans lequel s'inscrit Chartier. Alors on se souvient bien entendu de l'article de Joël Blanchard, hein, paru dans les Annales sur l'entrée du poète dans le champ politique, publié en 1986, et Joël Blanchard sera là la semaine prochaine avec notre collègue Hugo Bizarri pour parler à la fois du chroniqueur Ayala dont j'ai parlé, mais aussi de Philippe de Mézières, qui est un grand copain d'Ayala. Donc on se souvient de l'article de Blanchard, bien entendu, qui pointait que finalement l'entrée du poète dans le champ politique, il se joue dans un champ politique qui est lui-même, en fait, marqué par une très forte compétition par des factions rivales. C'est la guerre civile, c'est l'opposition entre les Armadiacs et les Bourguignons, etc.
C'est un peu dans cette veine que se situe le renouvellement porté par Emma Cayley, puisque elle dit tout ce qu'elle doit à Brian Stock, les communautés textuelles, à Pierre Bourdieu également, à la théorie des jeux, mais elle établit une proposition qui consiste en ceci, c'est de considérer qu'Alain Chartier se meut au sein de ce qu'elle appelle une Collaborative Debating and Game Playing Community. Retenons, Collaborative Debating Community, donc une communauté, c'est un peu plus compliqué en français à traduire en réalité. Ce serait une communauté collaborative du débat. Voilà, comment on pourrait traduire la formule. Alors, bien entendu, cette proposition n'est pas sans incidence sur l'octorialité des membres de cette communauté, c'est-à-dire comment ils se définissent comme auteurs de leurs œuvres. Et on y reviendra probablement lors de la 3e séance de séminaire, justement avec Laetitia Tabar et Daisy Dellecourt. Mais dans la communauté et dans les œuvres, cette Collaborative Debating Community, donc qu'est-ce que j'ai dit je ne me souviens plus. Ah merci, je voulais vérifier votre situation d'éveil. Ça marche. Donc, cette communauté se fait patente notamment par la querelle, l'arbitrage et le débat. Et c'est cette question du débat qui est centrale, et on y reviendra encore lors de la 6e séance et dernière séance de séminaire, le 4 juin, avec Émilie Rosenbly, ici présente déjà, que vous pouvez découvrir, et Jean-Baptiste Brenet, à propos de l'emploi des dialogues pour débattre dans l'Église. Alors, entre ces débats-là, ceux d'Émilie Rosenbly ici présente, c'est-à-dire ceux qui se jouent dans l'Église, et ces débats-ci, ceux dont je suis en train de parler et qui assurent l'intégration dans la communauté littéraire, en gros, du poète, eh bien, pointent au fond le rôle incontournable de l'écriture dans la mise en débat. Et ce qui fait la force de la proposition d'Emma Cayley, c'est que en réalité, elle se fonde sur l'analyse des manuscrits même de l'œuvre de Chartier, qui ont été conservés au nombre de plus de 200 manuscrits, et la plupart copiés après la mort d'Alain Chartier. Pour vous donner une idée, le best-seller en termes d'œuvres de traités de gouvernement, c'est le De Regimine Principum de Gilles de Rome. On a conservé aujourd'hui 350 manuscrits. 200 manuscrits, ça veut dire qu'on peut compter en fait Chartier parmi, en fait, dans les étalages des libraires du XVe siècle, parmi les auteurs à succès. Alors, remarquons quand même ceci, c'est que d'une part, tous les manuscrits, pratiquement tous, ont été produits après la mort de Chartier, qu'aucun manuscrit ne transmet l'intégralité de l'œuvre de Chartier, et que par conséquent, en fait, cet auteur à succès n'a pas eu la volonté d'organiser son œuvre ou d'organiser, disons, la postérité de son œuvre. C'est quelque chose d'important puisqu'on sait que d'autres auteurs de ce champ de la communauté du débat, par exemple Christine de Pisan, veillent à la production même de ses œuvres. Et une autre caractéristique, dès lors, doit être ici signalée, c'est que, logiquement, en fait, dans la transmission de l'œuvre de Chartier, Chartier est souvent transmis par des recueils. Et nous avons ici le spécialiste mondial du recueil manuscrit, M. Octave Julien, qui est au premier rang, bien sage, dans lesquels ce recueil ou l'œuvre de Chartier côtoie par conséquent d'autres auteurs, et des auteurs à succès également. Vous comprenez bien pourquoi cette communauté collaborative du débat peut se suivre dans les manuscrits eux-mêmes, en réalité, parce qu'ils portent cette mise en communication. Alors, chez Chartier, le débat fait lien entre l'amour et le ou la politique, la courtoisie et la patrie, au point que l'auteur, qui agit en sorte de notaire du débat, mais qui s'intègre à lui, eh bien, s'y intègre précisément en y prenant les traits de l'acteur. C'est là une des autres traits symptomatiques de l'appartenance de Chartier à cette communauté. Et cette désignation de l'auteur en tant qu'acteur dans les œuvres
qu'écrit Chartier eh bien, caractérise toutes les écritures de Chartier, de celles qu'il caractérise comme joyeuses à celles qu'on pourrait considérer comme plus tristes. Alors je ne vais pas m'intéresser au débat lui-même, mais plutôt au seuil du débat, à la mise à la situation par laquelle l'auteur-acteur eh bien, met en place le débat, et c'est cela qui me conduit à m'intéresser au sommeil et au songe. Alors, ces questions du sommeil et du songe sont bien balisées. Je rappellerai ici les travaux de Roger et Kirsch sur la grande transformation du sommeil, livre publié en 2005 et qui a été traduit en français en 2021. Et Roger et Kirsch nous dit assez simplement que la nuit des hommes au Moyen-Âge n'était pas la nuit que l'on connaît maintenant, et que ce n'était pas une nuit d'un coup, mais une nuit en deux temps, et qu'on se réveillait au milieu de la nuit pour faire un tas de choses, pas forcément très racontables en réalité, mais en tout cas on faisait des choses et puis après on se couchait à nouveau. On pourrait y ajouter peut-être un ouvrage que je cite comme cela, parce que je sais que vous êtes curieux du Moyen-Âge, qui se lit très bien, il y a plein d'images. C'est celui de Chiara Frugoni, dont le titre est assez marrant. A letto nel Medioevo, come e con chi, comment, au lit au Moyen-Âge, comment et avec qui. Alors rassurez-vous, ce n'est pas scabreux du tout. C'est très sérieux, en réalité. Le texte est quand même un peu court, mais en tout cas, c'est une bonne introduction à quelque chose qui va m'intéresser en réalité, c'est la question du mobilier, la question du lit. Et puis pour le songe, bien entendu, je ne peux que rappeler les travaux fondateurs de Christiane Marcellonisia sur le songe politique, de Jacqueline Cerchiglini qui précise qu'en fait le songe, le moment, c'est le matin, c'est le matin mélancolique. Et puis, on pourra étendre les perspectives avec Jean-Claude Schmitt qui animera avec Marlène Béguin la 4e séance du séminaire le 21 mai avec un titre dont je ne me souviens plus, mais qui parle des rêveurs, anthropologie historique des états de conscience. Alors, je pourrais ajouter d'autres œuvres pour actualiser plus récentes, comme l'ouvrage sur le rêve médiéval paru chez Droz en 2007, ou encore les mélanges Cherki-Glini, qui sont riches d'autres articles parus en 2016. Mais j'aimerais quand même, parce que le temps tourne et qu'il faut avancer, revenir à Chartier. Et une question me taraude, en réalité, à propos de ces seuils du débat et à propos de Chartier, une puce à l'oreille. Si je reprends cette expression qu'il emploie dans son poème « Le réveil matin », et si tout simplement Alain Chartier avait souffert de troubles du sommeil. La question est peut-être légère, mais elle ne l'est pas véritablement. Alors on sait, il y a une anecdote apocryphe qui décrit comment pendant son ambassade en Écosse, Marguerite d'Écosse passe dans une salle, le trouve endormi sur un banc, et puis elle lui fait un kiss en passant, il ne s'en rend pas compte. Bon, c'est complètement apocryphe, mais il y a quelque chose de plus sérieux, c'est ce que dit en fait Alain Chartier lui-même sur le sommeil, dans la dernière de ses œuvres, le Curial, une œuvre qui est souvent liée dans la tradition manuscrite avec le livre de l'Espérance, à tel point d'ailleurs que souvent le livre de l'Espérance prend le nom du Curial. Et Alain Chartier, dans cette lettre, parce qu'en fait, l'œuvre, le Curial, c'est une réponse qu'il fait à un ami qui lui demande, en gros, de tout faire pour qu'il puisse lui-même intégrer la cour et servir à la cour. Or, Chartier n'est pas du tout partant pour faire de la place à la cour pour son ami. Ce n'est pas parce qu'il le craint, pour de sombres raisons, c'est parce qu'il y a une vraie obsession chez Chartier, c'est bouffer et dormir. Il y a un côté un peu chiracien chez lui. Vous savez, il faut dormir et manger quand on le peut. Or, Chartier, plus ou moins, il dit cela à son ami. S'il a accoutumé de manger sobrement à droite heure, il dînera tard et soupera en telle façon qu'il désaccoutumera son temps et sa manière de vivre. Et s'il a accoutumé de lire et d'étudier les livres, il musera oiseux toute la journée en attendant qu'on lui ouvre, lui, la porte du retrait du prince. S'il aime le repos de son corps, il se renvoyait de ça et de là comme un coureur perpétuel. S'il veut coucher tôt et lever tard à son plaisir, il faudra qu'il veille bien tard et se lève matin et qu'il passe souvent les nuits sans dormir. C'est un enfer qu'il décrit. Et puis il continue. Et n'oublie pas que
Qui sert à court, toujours lui convient, il est être hôte hébergé chez quelqu'un, en gros, et s'il faut qu'il mange à autrui appétit, aucune fois sans faim, avec gens fameilleux, et autrefois après grand-peine, souffrir faim ou les mieux peu, et s'il faut qu'il veille souvent au gré d'autrui, depuis qu'il a commencé à dormir par grève sommeil, donc ça veut dire qu'il faut qu'il s'habitue à dormir brièvement. Et entre nous, serviteurs de cour, ne faisons que vivoter à l'ordonnance d'autrui. Et tu vis dans ta maison comme un empereur. Tu règnes comme un roi paisible sous le couvert de ton autel, et nous tremblons de peur de déplaire au Seigneur des hautes maisons. Tu peux manger quand tu as faim, et à ton heure et à ton plaisir, et nous mangeons si glottement que souvent nous nous faut vomir. Tu passes les nuits en dormant, comme il te plaît, et nous, après trop de vin et de grand-peine, couchons souvent en lit plein de vermine, et aucune fois à tout le bas. C'est-à-dire que les matins n'ont pas été battus. Allez, retourne, frère, retourne-toi à toi-même et apprends à connaître l'abondance de ta félicité par les misères que nous souffrons. Alors, je disais, la question est légère, mais je crois que c'est une question importante. On pense assez peu à ces choses-là. L'évolution constatée dans l'œuvre poétique de Chartier, la prose, et véritablement cette marche vers le désespoir, en fait, c'est sans doute, après 10 ans d'expérience courtisane, celle de quelqu'un qui n'en peut plus, en réalité, de la cour. Et le portrait du curial est bien différent de celui qui était, ou que dressait, ou qu'on peut dresser de Chartier au début de son œuvre. Si je prends ici le débat des deux fortunés d'amour, je ne vais pas lire l'intégralité de la diapositive, je n'ai pas le temps, eh bien on voit qu'il n'a aucun mal à suivre l'amoureux, transi par sa maladie d'amour qui lui empêche de manger et de dormir. Dans le réveil matin, qui est l'histoire de deux copains qui sont sortis et qui, comme souvent, doivent partager ensuite la nuit une structure de couchage. Il y a un jeune et il y a un plus vieux. Le plus jeune est fou amoureux, il ne dort pas. Le plus vieux veut dormir. Mais le plus jeune n'arrête pas de bouger. Et puis finalement, il parle toute la nuit. Ce n'est qu'au petit matin qu'il s'endorme. Ce réveil matin qui est important dans la genèse de cette littérature du réveil, puisque c'est après avoir formulé cette idée de littérature du réveil qu'on est tombé sur le réveil matin. On s'est dit... Ouf, on a au moins un argument pour proposer cette catégorie de littérature du réveil, comme quoi tout cela est très bien fait. Mais en tout cas, on sent un certain agacement chez l'aîné. On n'y voyait pas une image de Patrick Boucheron et de moi-même, avec Patrick Boucheron qui souhaiterait dormir et moi qui m'agite à côté en voulant lui parler de mes conquêtes amoureuses. Non, pas du tout. Alors, cette marche, en gros, de Chartier vers les désordres du sommeil, on ne la voit pas encore dans le quadrilogue invectif de 1422. Ce quadrilogue invectif qui marque le début de cette littérature sérieuse chez Chartier, qui commence par une sorte de prologue dans lequel il parle en gros de la mutation des temps et de la mutation de fortune, et qu'il aligne dès lors la destruction des empires pour en venir, bien entendu, à la destruction de la France qui est envahie par les Anglais. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est sur cette diapo qui porte donc le début véritablement de l'histoire et la fin de l'histoire, avec ce songe qui se produit, et qui est l'argument en fait, ou le moyen d'entrer en scène des personnages, où l'on retrouve bien quelque chose que l'on sait, c'est-à-dire qu'on observe cette coupure du sommeil. Chartier à l'aube se réveille, il commence à imaginer des choses, et puis au matin, il se rendort, et c'est quand il se rendort qu'à ce moment-là surgit le songe. Et le songe s'achève, bien entendu, tout à la fin, avec la fuite des personnages, et le songe s'arrête. Et puis pour le livre de l'Espérance, j'avance un peu, parce que je vois que l'heure tourne et je ne finis pas. Pour le livre de l'Espérance, c'est là en fait où ça se corse véritablement, puisque donc je disais tout à l'heure le lien avec le curial. En fait, l'auteur-acteur ici, il se couche même, certes, mais il est incapable de s'endormir. Par conséquent, il ne se réveille pas non plus. En fait, il passe des nuits longues. Il est rempli de frénésie et d'épouvante. Et tout simplement parce qu'il nous dit quelque chose de fondamental ici, il est saisi par mélancolie.
Mélancolie, par ailleurs, dont on sait que c'est le mal du siècle, puisqu'on a les traces des diagnostics du médecin parisien Jacques d'Espard qui montrent à quel point la mélancolie est un mal du temps et que, dès lors, cet état de mélancolie le conduit à l'aliénation mentale, à proprement parler, avec un état de transe dans son lit qui fait que, finalement, on ne peut plus distinguer entre la nuit et le jour, le réveil, l'éveil ou l'endormissement. En fait, le poète est complètement dans un autre état de conscience, et vous comprenez bien pourquoi on s'intéressera à cette question avec la séance que assumeront Jean-Claude Schmitt et voilà, et Marlène Béguin. Alors, moi, ce qui me plaît de constater dans cette histoire, c'est que, regardez, vous avez ici les figurations de songes. On va un peu regarder des images pour se reposer la vue. Une image de songe assez classique qui marque fortement la représentation du songe, celle du songe du Vergier, œuvre produite en 1376. Vous avez le manuscrit de Charles V, c'est la première représentation, qui est produit en 1378. Et un autre manuscrit du songe du Vergier qui est produit, je n'y vois plus rien, dans les années 1420-30, c'est ça. Et là, ce que vous constatez, c'est une copie, en réalité, à l'identique, de la figuration réalisée par le maître Jean de Scie. Et puis une autre figuration, la dernière, dans les années 1470, si je me souviens bien. En même temps, si je mettais mes lunettes, ça arrangerait les choses. Non, c'est bon. 1452, où vous voyez en fait que cette fois-ci, le songeur n'est plus couché dans le verger. Sa situation de dorveil ne l'empêche pas, en réalité, d'être debout, accroché à l'arbre. Alors, je vous rappelle simplement ceci pour qu'on puisse observer à présent la représentation de ces songes dans les manuscrits enluminés de Chartier. Les manuscrits enluminés de Chartier, ça représente à peu près 15% de la production des manuscrits de l'œuvre de Chartier. Certains spécialistes considèrent que c'est assez peu si on considère par exemple la transmission par le biais de manuscrits enluminés, par exemple du roman de Narros. Précisons simplement quelques éléments sur les commanditaires. C'est un public essentiellement aristocratique, mais on y trouve pas mal de femmes, diversité des lieux de production, 25 artistes. Tout ça, j'indique cela pour dire qu'il n'y a pas une production en série des manuscrits enluminés de Chartier. Il n'y a que 2 manuscrits identiques également. Or, lorsque l'on voit dans ce corpus de manuscrits enluminés la population de chacune des œuvres, qu'est-ce que l'on constate? C'est que ces œuvres tristes, en fait les œuvres, politiques ou patriotiques, sont en tête, puisqu'on conserve 12... Enfin, le quadrilogue a été transmis en fait, par 12 manuscrits conservés, et le livre de l'Espérance 8, et le livre des Dames, qui est le premier, en fait, en termes statistiques, poème conservé en manuscrit enluminé de Chartier, vient après avec 6 manuscrits, et puis après vient le Bréviaire des Nobles, le Curial et la Belle Dame sans merci, mais il n'y a pas plus de 2 manuscrits enluminés pour chacune de ces œuvres. Donc ça veut dire que le gros de la population, c'est quand même cette littérature, disons, triste de la fin de la période de Chartier. Or, il y a quelque chose qui marque, qui caractérise ces manuscrits enluminés de Chartier, c'est qu'on y voit, bien entendu, le triomphe de l'acteur-auteur, c'est-à-dire la figure même, la représentation de la figure même de Chartier, que vous avez ici au travers du manuscrit de la Bibliothèque nationale 24-440 et celui conservé à la Bodleiane, avec ce triomphe souverain de l'auteur-acteur, avec sa position en frontispice de l'œuvre. Vous voyez ici comment Chartier est représenté au fond dans son cabinet d'écriture, une sorte d'internalisation ici de l'activité d'écriture, alors que dans d'autres manuscrits plus joyeux, il passe son temps quand même à suivre ces personnages dans des vergers et autres au jardin, avec l'apparition ici d'un mobilier qui est important, c'est la chaise, ce pupitre, mais également le lit qui est figuré. On est bien dans la chambre de Chartier ici.
qui est donc représenté. Et c'est un élément pour comprendre l'internalisation que l'on va, en tout cas l'alitement progressif que l'on va pouvoir constater du poète. Alors, le quadrilogue invectif, c'est celui qui a été le plus enluminé, donc parmi les manuscrits conservés de Chartier, puisqu'on en conserve 12 au total, ce qui, ici, en fait, je vais simplement commenter 6 d'entre eux, c'est-à-dire à peine 50% de cette population. Hein, et vous avez ici, eh bien, les manuscrits. Alors, le premier, c'est celui qui a été commandé par l'échevinage de Rouen, l'échevinage de Rouen qui est connu par sa commande de livres dans les années 1450. Le deuxième, il est conservé à Yale, et on sait, il y a eu une attribution récente par Anno Wijman, que en fait c'est un manuscrit pour Antoinette de Magnolet, maîtresse de Charles VII après la mort d'Agnès Sorel. Le troisième, il est conservé à la BNF, c'est le manuscrit 2441. Vous avez ce manuscrit, le manuscrit Rothschild de 2796, et vous voyez tout de suite ce qui frappe dans ce manuscrit, c'est le nombre en fait de miniatures qui illustrent ce quadrilogue invectif. Ensuite, le manuscrit conservé à Harvard, qui contient le quadrilogue invectif, mais également le livre de l'Espérance et cet ensemble, parce que je voudrais simplement vous montrer les diapos avant de les commenter. Et puis ce dernier manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, le 1133, et vous voyez très bien qu'on est sur une autre facture ici en termes de livres, encore que, alors regardez, voilà, ça marche. Ah oui, mais encore faut-il que je fasse comme ça, bien sûr. Ici, on retrouve en fait les mêmes armes que signalées par Anno Wijman pour le manuscrit d'Antoinette de Magnolet, AA, et on peut se demander en réalité si c'est pas la même, le même commanditaire ici. Mais en tout cas, je reviens sur ces images. Or, qu'est-ce que l'on peut constater lorsqu'on les fait défiler, ce qu'aucun homme médiéval ne fait, bien entendu, étant donné le prix, la dispersion de ces ouvrages? Eh bien, on peut constater quelque chose. Tout d'abord, vous voyez ici votre artiste, il est ici à son écritoire, ici il est dehors. Là, si je vis bien en me retournant de la sorte, il est couché par terre. Il y a une certaine, un certain bouger en tout cas de la position de l'auteur dans le songe. Alors vous voyez ici, dans ce manuscrit très enlevé du quadrilogue, ça circule partout. Il est un coup allongé ici, là il est encore dans une autre position, là on ne sait pas très bien ce qu'il fait derrière sa muraille. Bref, les positions sont variables, mais ce qui est intéressant, et on le constate ici en fait dans le manuscrit de Cambridge, c'est qu'en fait on assiste à une contamination en fait, de l'enlumination du quadrilogue invectif par l'enlumination du livre de l'Espérance, c'est-à-dire le livre le plus sombre en réalité de Chartier. Et alors que sur le manuscrit de Rouen que vous avez vu tout à l'heure, il est assis à son cabinet, il est endormi, vous voyez ici, il est alité dès le début du quadrilogue invectif. Et que certes, il se lève plus ou moins à un moment, mais il a presque une tête de cadavre en réalité sur cette image, mais aussitôt pour se recoucher ici, pris dans cet état d'aliénation mentale qui est le sien. Et cette contamination en fait de l'illustration du quadrilogue par le livre de l'Espérance, eh bien on le retrouve ici, ou là de façon plus claire, puisque en fait dans ce manuscrit vous avez ici la scène de dédicace classique, vous avez ici une autre illustration ici des dialogues de ce livre de l'Espérance, de ce quadrilogue invectif, et je fais l'erreur justement parce que en réalité, alors que c'est le seul traité enluminé ici, qui a reçu les enluminures, le livre de l'Espérance est là, en réalité, dans l'enluminure, on confond le quadrilogue et le livre de l'Espérance. Donc cet alitement du poète, on peut considérer en réalité qu'il marque l'illustration, en tout cas l'intégration du poète dans l'image, dans les manuscrits enluminés, avec dès lors une figuration ici des états de conscience qui nous portent en fait vers tout simplement davantage que le songe, en réalité c'est le cauchemar politique
qui est ici représenté au travers de cet alignement. Et alors, si l'on prend donc les miniatures du livre de l'Espérance, hein, vous avez ici plusieurs témoins, donc celui de la Bibliothèque nationale 126, celui le 2441 également de la Bibliothèque nationale qui est le plus illustré, et puis celui que nous avons utilisé, vous retrouvez ici l'image qui nous a servi pour l'affiche du séminaire, le réveil d'entendement. Qu'est-ce que vous pouvez constater en fait dans ce dispositif? Bien entendu l'alitement du poète, hein, et regardez ici comment le transport se fait dans l'image même de la chaise vers le lit, hein, et c'est lié au rapt que fait sur lui Mélancolie, qu'on le retrouve ici, elle est vraiment hideuse, Mélancolie. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une accentuation de l'alitement du poète par la multiplication, hein, en réalité, des miniatures qui portent sur cet alitement et qui tentent, par conséquent, eh bien, de représenter justement les divers états de conscience ou encore la transe politique dans laquelle le poète est tombé. Tout cela est un peu triste et dès lors, je vous propose de prendre un peu de distance, hein, par rapport à ce poète alité. Laissons-le crever finalement, Alain Chartier. Mais non, on va y revenir. Et justement, suivons Alain Chartier ailleurs et partons en Europe. Il y a deux chemins possibles en réalité. C'est celui de la circulation des manuscrits et puis c'est celui de la traduction des œuvres. Et je choisirai le second, celui de la traduction des œuvres. Et dans la traduction des œuvres, il y a encore plusieurs chemins possibles. La traduction en anglais, par exemple, qui intervient dans l'Angleterre de la guerre des Deux Roses. Les traductions de la péninsule ibérique, traduction en catalan, traduction en catalan et traduction en castillan. Et je prendrai ce tout dernier chemin parce qu'il se trouve que, contrairement au catalan où la traduction en fait concerne le cycle de la Belle Dame sans merci, donc littérature a priori courtoise, la traduction castillane de l'œuvre de Chartier concerne le quadrilogue invectif. Donc je retiens ce seul chemin. Mais en même temps, ce que je vais raconter pour la Castille pourrait être transporté vers l'Angleterre des Deux Roses, parce que ce qui fait lien entre tous ces contextes de traduction, c'est la guerre. Hein, mais pas la guerre avec l'Angleterre ou la France, c'est la guerre intestine, hein, c'est la guerre civile, hein, c'est la destruction de la police, hein, et de la cité. Alors, la traduction castillane du quadrilogue invectif a été édité. Hein. On conserve 3 manuscrits de ce quadrilogue invectif. L'un conservé à la British Library, mais depuis leur bug informatique, enfin leur virus, en fait, on ne peut plus accéder, donc je n'ai pas d'image à vous proposer. Vous avez là, en tout cas, les 2 manuscrits qui sont conservés à Madrid, l'un à la bibliothèque du Palais Royal et l'autre à la Bibliothèque nationale de Madrid. Parmi ces manuscrits, en réalité, on peut peut-être afficher des tendances. Hein. Le manuscrit de la British Library est peut-être le plus littéral et ce manuscrit sur lequel je vais revenir, hein, qui est celui conservé à la Bibliothèque nationale de Madrid, est celui qui connaît le plus de transformations, notamment par l'adjonction ici d'un texte introductif que nous allons revoir ensemble, et certaines gloses également, mais qui visent essentiellement à préciser en fait des points de vocabulaire. Alors la question se pose bien entendu de la date de traduction, hein, de ce quadrilogue invectif en Castille. On pense que c'est entre les années 1432 et 1448. Les voies de transmission, il y a plusieurs possibilités. Une ambassade castillane au concile de Bâle, hein, une ambassade de Diego de Valera auprès du duc de Bourgogne, peut-être également le marquis de Santillane. En tout cas... Et en raison de 2 arguments principalement à propos du marquis de Santillane, c'est du fait de la présence en fait d'un autre recueil de Chartier, mais en français, cette fois-ci dans sa bibliothèque, hein, mais aussi le fait que le marquis de Santillane, lui-même poète, hein, et lui qui s'occupe, hein, de
tenté de compiler en fait son œuvre, parle de Chartier dans son Proemio ou prologue qu'il adresse dans une compilation de ses œuvres à l'infant Dom Pedro du Portugal, dans lesquelles il affirme ceci. Alors il compare les poètes italiens et les poètes français, et il parle d'Alain Chartier. Il dit: Alain Chartier, illustre poète moderne, secrétaire du roi Louis de France, mais une grande élégance dans ses poésies. Il a écrit le livre des 4 dames, La belle dame sans merci, le débat de réveil matin, on retrouve notre réveil matin, la grande pastourelle, le bréviaire des nobles et l'hôpital d'amour, chose assez belle certainement et plaisante à ouïr. Remarquez quelque chose, il ne parle pas du quadrilogue invectif ni livre d'espérance, mais c'est peut-être logique après tout, puisqu'il se situe ici, en réalité, dans, disons, une histoire de filiation, en fait, d'histoire de la poésie, et que, dès lors, il pourrait avoir, pour cela, exclu la mention. Simplement, rappelons quand même ceci, c'est qu'il parle de Chartier comme secrétaire de Louis de France, ce qui nous porte quand même à, disons, une chronologie très, précoce par rapport au quadrilogue et au livre de l'Espérance. En tout cas, voilà, ceci, en fait, pour le marquis de Santillana, qui est l'un des principaux poètes castillans du XVe siècle, c'est une autorité. Alors, quoi qu'il en soit, Chartier arrive dans un certain contexte en Castille, et Ana Isabel Carrasco Manchado a souligné quel écho ce quadrilogue affectif qui parlait de destruction de la nation pouvait trouver dans une Castille elle-même meurtrie par la guerre civile larvée, qui est celle du royaume de Castille, dans les années 1430-1440, et que ce contexte, finalement, pouvait favoriser une lecture civile, voire patriotique, par un public castillan. Alors l'éditrice a récemment évoqué cette hypothèse, avec laquelle elle prend une certaine distance en indiquant que finalement le cadre de transmission et de lecture du quadrilogue, de la traduction, donc de la version castillane du quadrilogue, se situe dans des manuscrits qui sont des recueils gouvernés en fait par une autre question qui est celle du débat de chevalerie, sur lequel d'ailleurs on dispose d'une très belle étude de Jesús Rodríguez Velasco, publiée en 1996. J'aimerais simplement lire cette introduction qui est donnée ici à la version castillane, que j'ai traduit ça en français pour que ce soit compréhensible pour tous. Ici commence un traité bien singulier, appelé quadrilogue, et très utile aux 3 États de la République, à savoir le roi avec ses chevaliers et défenseurs, ceux qui prient et laboureurs. Dans ce traité, il est fait mention par figure et métaphore de comment la grande seigneurie et royaume de France étaient sur le chemin de sa totale perdition, définitive éradication et destruction à cause du désordre et mauvaise conduite qui régnait dans les susdits 3 États. Ce traité a été intitulé quadrilogue parce qu'il contient sermons des 4 personnes qui parlent, comme chacun pourra s'en rendre compte au fil du traité ou de l'œuvre. La première personne parle au nom de l'historien, mais en même temps le terme d'historiador ici on pourrait le traduire par conteur, mais il y a là une possibilité de traduction qui est intéressante, ou auteur qui a composé la dite œuvre. L'autre sermon ou discours est dit au nom de la patrie et royaume, qui se plaignaient des gouverneurs défenseurs. Le 3e propos ou sermon est dit au nom des chevaliers défenseurs. Le 4e propos ou sermon est prononcé au nom du peuple menu, à savoir laboureurs et hommes plébéiens. En conclusion, il est dit quel remède doit être apporté et quel gouvernement doit s'exercer dans le royaume en temps de paix et de guerre. Alors je vous ai lu cela pour une raison, c'est qu'en fait je ne crois pas que l'argument de l'insertion de ce quadrilogue castillan dans des œuvres qui portent sur le débat de chevalerie soit contradictoire en réalité avec l'idée précédente. Pour une raison, et il faut en revenir à la situation castillane, c'est que vous avez ici 2 retables face à face, vous allez comprendre pourquoi.
Cette Castille dans laquelle le quadrilogue invectif est traduit, c'est une Castille avec un temps qui s'est ouvert en 1420 avec un coup d'État qui a eu lieu perpétré dans le palais du roi à Tordesillas, irruption du cousin du roi dans la chambre du roi, séquestre du roi, et que ceci, en fait, rompt l'équilibre et qu'à partir de là se mettent en place des factions, avec un premier temps d'opposition, la faction du favori royal contre celle des cousins du roi, et puis un deuxième temps, en fait, une deuxième ligne de faction, quand les cousins du roi, les parents du roi sont éliminés, eh bien, entre le favori et les autres nobles qui restent dans le jeu politique. Que Íñigo López de Mendoza, le marquis de Santillane, qui connaît si bien l'œuvre de Chartier, fait partie de ce jeu d'opposition nobiliaire, avec d'autres, bien entendu, le principal étant Álvaro de Luna, le favori de Jean II, qui domine en gros la scène politique castillane entre 1420 et 1453. On pourra en citer d'autres, le comte de Haro, par exemple, Pedro Fernández de Velasco. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est comprendre quelque chose, c'est que cette rivalité politique, elle se porte sur le terrain culturel. Et elle se porte sur le terrain culturel au travers du patronage. C'est la construction de palais, c'est le patronage d'artistes, et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux retables ici qui montrent cette rivalité entre, d'un côté, Álvaro de Luna et de l'autre côté, le marquis de Santillane, mais également un terrain fécond qui est le terrain littéraire lui-même. Parce que Álvaro de Luna est sans doute le pionnier dans cette affaire. Il y a chez le favori royal la volonté de créer un ordre culturel autour de sa personne qui soit capable de rejaillir sur le prince. Or, il est à l'origine, à l'initiative des débats justement qui agitent l'actualité littéraire castillane. Le débat de chevalerie, qui côtoie l'œuvre de Chartier dans la transmission manuscrite, mais aussi, et on retrouve les amours de Patrick, le débat sur les femmes, ici, avec le livre Virtuosas Mujeres, dont le favori du roi assume directement la position d'auteur. Donc vous voyez, si je compare par rapport au champ français, et à cette idée de communauté collaborative du débat, on a une différence fondamentale en réalité pour la Castille, c'est que ce champ est polarisé en réalité par des acteurs auteurs, mais qui sont en fait les chefs des factions nobiliaires. C'est Álvaro de Luna, avec le patronage du livre de las Virtuosas Mujeres, c'est le marquis de Santillane, bien entendu, avec son œuvre poétique, mais c'est aussi Pedro Fernández de Velasco, le comte de Haro, qui, en 1439, produit un récit, une histoire de la médiation, de l'arbitrage et de la paix qu'il a tenté d'instaurer entre ces factions nobiliaires. Et de fait, il faudrait se demander à toutes les pistes de transmission possibles du quadrilogue invectif s'il ne faudrait pas chercher du côté du comte de Haro pour une raison, c'est qu'il possède lui aussi une riche bibliothèque, que dans cette riche bibliothèque, on y trouve pas mal de manuscrits français, qu'une partie de ces manuscrits français lui viennent de sa mère, Maria Solier, en castillan, mais on pourrait dire Marie Solier, parce qu'en réalité, c'est la fille d'Arnaud Solier, un breton, qui était parti en Castille avec du Guesclin et qui est resté en Castille et qui, par conséquent, s'est lié à ces lignages aristocratiques. Il y aurait là peut-être une autre piste, en tout cas, de circulation possible du fait du maintien de cette mémoire des origines dans le lignage du comte des Haro et d'origine française, en tout cas. Alors, on reviendra sur une partie de ce contexte la semaine prochaine avec Hugo Bizarri, puisqu'on évoquera la Castille. Mais en tout cas, et dans le fil de ce que j'étais en train de dire, on ne peut pas douter d'une chose, c'est qu'il y a au cours de ces années 1430, en réalité dès les années 1400, mais plus particulièrement au cours de ces années 1430, 1440, une attention tout à fait particulière qui est portée du côté castillan à la situation castillane. Et le premier témoignage marquant que l'on en a, c'est justement
à propos de cette irruption du cousin du roi dans la chambre de Jean II au petit matin alors qu'il est encore dans son lit, eh bien c'est la remarque que fait le favori du roi au cousin Henri, et nous dit le chroniqueur à propos de la situation du roi. Donc imaginez le roi dans son lit, qui ne bouge pratiquement plus. Le roi n'était capable d'aucune réponse en raison du grand courroux qu'il ressentait. Mais Álvaro de Luna leur dit bien des choses et condamnant leurs gestes, il déclara « En ce jour, vous avez commis contre le service du roi une chose bien laide et provoqué un grand scandale. Et vous avez ouvert le chemin pour que ce royaume sombre dans la même situation de destruction que celle où se trouve le royaume de France. Réfléchissez à cette si mauvaise chose que vous commettez, dont on ne trouve nulle part au monde aucune de semblable jusqu'ici, qui ne pourra que vous causer grand tort. » Et à quoi est en train de penser ici le chroniqueur? Eh bien, en réalité, au meurtre du duc d'Orléans en 1407, à la Fède, ou en tout cas à cet impossible pardon qui marque la lutte entre Armagnac et Bourguignon, et donc au passage de la guerre civile vers la guerre étrangère, l'invasion anglaise, etc. On est là dans une communauté de préoccupations qui sont tout à fait marquantes. Or, cette communauté de préoccupations m'amène à m'intéresser à une image un peu curieuse, qui est celle d'un manuscrit produit dans ces années, précisément, dans ces années, c'est pas très bien, mais c'est sans doute dans les années 1420, et qui donc est le manuscrit de 39-95, conservé à la Bibliothèque nationale de Madrid, qui transmet un texte qui est en fait le livre des enseignements du roi Sanche IV, un peu à la façon des livres des enseignements du roi Saint-Louis, c'est-à-dire en fait un livre d'éducation que le roi Sanche IV, qui est le roi dans les années 290 en Castille, adresse à son propre fils pour le former au gouvernement, et dont il assume la position d'auteur, même si bien entendu par ailleurs l'ouvrage a été composé par d'autres mains. Cet ouvrage, en fait, il a été rédigé en 1293, donc on est très loin, en réalité, de cette première rédaction. En 1353, l'ouvrage a été refondu, donc à peu près un demi-siècle après, au temps justement de la guerre civile de 1366-1369, dont on reparlera la semaine prochaine. Et puis, une nouvelle interpolation au début du XVe siècle, avec l'intégration, en fait, dans l'ouvrage de la traduction castillane du livre de parties, en tout cas de chapitres, de passages du livre des Donnes de Francesc Eximinis. Et puis, la production de ce manuscrit en 1420, qui se détache par rapport à d'autres manuscrits par le fait qu'il est enluminé, mais une enluminure un peu curieuse, avec des enluminures qui occupent les marges, qui ressemblent à des dessins en réalité coloriés. Donc un programme important de 23 miniatures. On ignore complètement si ce programme reprend un programme préexistant ou s'il a été produit pour la circonstance. Et il n'empêche que cette, disons, contemporanéité, ce jeu qui se fait entre l'entrée fracassante du cousin du roi dans la chambre du roi et la représentation ici de ce roi couché dans ce manuscrit porteur d'un régime de gouvernement des princes, forcément nous met la puce à l'oreille, également pour reprendre l'expression d'Alain Chartier. Et la question que j'aimerais me poser finalement, y a-t-il dans la figuration de ce roi couché finalement un rappel, ou en tout cas la possibilité d'avancer vers peut-être le questionnement qui est le nôtre, comment se réveiller politiquement, la littérature du réveil, leur fonction, et la question de cette littérature de la frontière aussi entre la royauté et la tyrannie. Alors il faut remarquer quelque chose, c'est que dans ce manuscrit, cette miniature, elle illustre un passage très concret, qui est un exemple, parce que cette littérature fonctionne par exemple, qui est le concours organisé pendant le sommeil de Zorobabel. Avec un concours dont les protagonistes changent
Dans la version de 1293, ce sont des femmes. Et dans la version de 1353, ce sont des hommes, ce sont les gardes du corps, mais la question reste identique. Il s'agit de déterminer entre eux qui ou quoi, du roi, du vin, des femmes ou de la vérité, est la chose la plus importante. C'est un débat. Il faut bien s'occuper pendant que le roi dort. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que, et c'est là où on peut rejoindre en fait ce qui s'est mis en place en Castille comme régime politique, c'est que le résultat du concours, c'est une assignation statutaire. Dans le cas de la rédaction de 1293, celle qui gagne le concours devient la concubine du roi, et en 1353, le garde du corps qui gagne le concours devient l'alter rex, celui qui va gouverner avec le roi. On peut continuer parce que la source de cet exemple, en fait, qui fait partie de ces exemples qui réfléchissent à la vérité, au lien entre vérité et amitié, se trouve en réalité dans une source connue qui est un livre apocryphe d'Esdras qui présente une septante originale en raison précisément de l'inclusion de ce concours des gardes du corps. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas Zorobabel, en fait, dans cette version originale, mais c'est Darius, et que Zorobabel fait partie des gardes du corps qui triomphent dans ce concours. Le résultat, la récompense qu'il obtient, étant que Darius le prend, en gros, comme principal serviteur, et que, en plus, il l'autorise à reconstruire le temple de Jérusalem. Alors regardez, on est passé en gros de 1420 à cette image des Castigs en 1293, et puis le texte même nous porte en réalité vers d'autres contextes, Zorobabel, Darius, c'est-à-dire en fait un temps qu'on pourrait considérer comme celui le temps des royautés primordiales de la Bible. Alors, la question que j'aimerais me poser, c'est maintenant la figuration. Quel sens est là, cette figuration, dans le manuscrit ? Il y a d'autres images de figuration du roi dans le manuscrit, et notamment un roi de majesté qui est là trônant, et qui nous intéresse en fait la représentation de ce roi de majesté parce qu'elle correspond à l'illustration d'un songe de Sanche IV qui dit voir un roi de majesté qui est en attente qu'un sujet vienne l'éveiller justement dans sa royauté par une demande de justice. Et la question que je me pose au fond, c'est de savoir, et si ceci était aussi finalement de l'ordre de l'imago majestatis. Et est-ce qu'à ce moment-là, on peut établir un rapport avec l'idée de ce type de régime où existe un alter rex et où, dès lors, il faut représenter le roi d'une certaine manière et notamment le représenter couché. Pour ce qui est de la figuration, on ne peut penser qu'à ceci, c'est qu'il y a un modèle qui circule dans la péninsule ibérique en tout cas. C'est le modèle colporté par les Beatus, qui est celui de Nabuchodonosor cette fois, qui, incrédule, refuse d'écouter les conseils de Daniel, fait emprisonner Daniel, et on sait que lui-même, la condamnation divine est qu'il va être transformé en bête. Et que l'une des hypothèses, en tout cas sur lesquelles je travaille, c'est qu'au fond, cette figuration ici du roi couché au début du XVe siècle, dans un régime de privauté qui fait qu'il est finalement délesté de l'ensemble des pouvoirs, il se couche littéralement, représente un roi qui règne certes, mais ne gouverne plus, dans un régime de la faveur où gouvernent ses principaux ministres. Et donc la question que je me pose, au fond, si ce régime de privauté qui serait représenté ici, sa principale source d'inspiration, ce n'est pas ces royautés primordiales, ces royautés inquiètes, dont le souvenir est transporté par la Bible et qui donnent lieu exactement à ces figurations de rois couchés. Alors, on pourrait considérer que je suis arrivé dans une impasse, mais pas tout à fait, et j'aimerais revenir en France cette fois-ci. Et pourquoi revenir en France ? Parce que,
en fait, je me suis posé une question, et si on pouvait aller chercher ailleurs cette image de roi couché, hein, et que ce régime de la faveur, hein, c'est cette lutte pour savoir qui prend le pouvoir autour d'un roi, me ramène vers ce contexte du règne de Charles VI, hein, dont a parlé abondamment Patrick Boucheron pendant son cours magistral, et qu'il a commencé d'ailleurs en évoquant quelque chose, hein, c'est ce carnet, hein, de dessins conservé aujourd'hui à la Pierreponte Librairie. Il a surtout parlé du coup de foudre, hein, de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, de ces hommes qui s'empoignent. Il a un peu moins parlé, encore qu'il est revenu après sur l'obscène, de cette représentation, mais qu'on pourrait peut-être considérer comme une représentation du bal des Ardents. Or, qu'est-ce que le bal des Ardents, si ce n'est ce moment où le roi de France est devenu une bête, parce qu'il s'est déguisé en bête, hein, à la cour. Et c'est exactement ce qu'il arrive à Nabuchodonosor dans le passage biblique. Or, il y a une actualité, Nabuchodonosor, sous le règne de Charles VI. Et cette actualité, Nabuchodonosor, eh bien, on la trouve dans un ouvrage particulier, hein, qui est les dialogues de Pierre Salmon, des dialogues en fait que Pierre Salmon adresse à Charles VI, mais qui en réalité mettent en scène les dialogues qu'il a avec Charles VI, hein, un ouvrage qui est composé, qui connaît deux rédactions, hein, la première en 1409 et la deuxième entre 1413 et 1415. Entre les deux rédactions, il y a une différence fondamentale, c'est le départ du duc de Bourgogne de Paris, hein, et donc un changement, hein, du régime gouvernemental à Paris. Un ouvrage qui est composé de trois parties, hein, les dialogues lui-même entre Pierre Salmon et Charles VI, hein, avec une situation très curieuse, hein, c'est que Charles VI demande à Pierre Salmon, mais rappelez-moi mon nom de roi, j'ai oublié mon nom de roi. Il lui demande qu'on lui rappelle, hein, ce nom, cette identité qu'il a perdue. Ensuite, une partie plus théologique, et puis une troisième partie qui rassemble des épîtres qui sont adressées à des personnages divers. C'est dans la troisième partie, dans une lettre à Charles VI qui date de février 1409, que Pierre Salmon évoque à mots couverts l'influence du favori du roi Jean de Montaigu, grand maître de l'hôtel, qui était exécuté quelques mois plus tard, en octobre 1409. Salmon supplie le roi de ne pas faire comme son frère Louis d'Orléans, qui n'a fait qu'à sa tête, et que par conséquent, il lui demande de faire preuve de discernement, entendons d'écouter les recommandations de Salmon et de ne pas suivre son favori. Et puis, pour continuer son propos, Pierre Salmon compare Charles VI à Nabuchodonosor, et il lui rappelle son incrédulité. Et la conséquence de cette incrédulité, c'est qu'il a été privé de son royaume et transformé en bête. Et c'est cela qui me ramène, bien entendu, vers ce début du cours de Patrick Boucheron avec ce carnet de dessins donc de la Pierrepont Library. Il se trouve que dans les manuscrits conservés, hein, des dialogues de Pierre Salmon, le roi couché est figuré. Dans deux manuscrits qui correspondent aux deux versions des dialogues, hein, celle de 1409 et puis celle après 1411, deux manuscrits que séparent donc la fin du gouvernement bourguignon à Paris, où vous pouvez voir sur les deux manuscrits Pierre Salmon, qui se tient ici devant le lit du roi et qui parle en conversation particulière avec le roi, tandis que quelques nobles se trouvent ici autour du roi près de son lit. La situation se répète. Vous remarquerez à chaque fois que un coup Charles VI est couché complètement, un autre coup il est moins couché que semi-alité, ou alors se lève-t-il, c'est pas très clair en réalité dans la figuration. Et regardez, ce qui est plus intéressant, c'est que en fait, les devises ici qui sont représentées, Charles VI est représenté avec un habit, il porte la devise du loup, hein, et ici il porte des chardons. Et en réalité, dans ce manuscrit de Pierre Salmon qui a été fabriqué pendant le gouvernement bourguignon, Charles VI porte la devise de son frère Louis d'Orléans pour une raison, parce que c'est en train de signifier que le roi est couché parce qu'il est sous l'emprise de son frère, en réalité, Louis d'Orléans. C'est un roi sous emprise, hein, qui nous est présenté ici de la même façon que
le roi couché de tout à l'heure représentait ce roi qui dort pendant que ses gardes, au fond, décident d'eux-mêmes qui va partager à la fois son corps et son gouvernement. Et à l'inverse, ici, une fois que le duc de Bourgogne est parti, eh bien, le roi se retrouve ici dans ce manuscrit avec les devises du duc de Bourgogne sur l'habit, qui montre qu'il a été, et qu'on s'en est libéré justement après 1411, sous l'emprise du duc de Bourgogne. Donc, je repose ma question et mon hypothèse. Au fond, le roi couché, est-ce que ce n'est pas l'image du prince en régime de privauté? Et j'entends par régime de privauté un régime, en fait, qui est marqué, caractérisé par l'abandon du gouvernement par le prince. D'où, bien entendu, la question que pose Charles VI et la demande que formule Charles VI à Pierre Salmon de le faire sortir de l'oubliance de son nom et de lui rappeler son identité. Et on retrouve là les ressorts d'une certaine littérature chevaleresque et courtoise où le héros, au fil de l'aventure, récupère justement son identité. Alors, la question que je pose, finalement, l'enjeu de ces littératures du réveil serait-elle de réveiller le roi à sa royauté? Et il faut se poser la question au-delà de la situation particulière de Charles VI et se demander si l'état du roi, au fond, à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, impose de réveiller son corps, de le réveiller à son identité. Et bien entendu, on ne peut pas ici manquer d'évoquer l'écart qui se crée justement à ce moment-là entre le simple corps du roi, celui qui justement semble atteint d'une léthargie, et l'autre corps du roi, qui est couché lui aussi, avec la figuration de ce mannequin, bien entendu, mais c'est un mannequin, c'est une image royale que l'on fait circuler. Il y a un contexte européen là encore. Et on pourrait dire que le simple corps du prince entre la fin du XIVe siècle et la première moitié du XVe siècle est plutôt en piteux état. Du côté de l'Angleterre, c'est l'impossible Manwood de Richard II. Il n'arrive pas à devenir vieux. Il reste jeune. Résultat, il est déposé en 1399. Du côté de la France, on l'a vu, c'est Charles VI, bien entendu, ses absences, mais Charles V déjà montrait de certains signes de faiblesse. Et puis Charles VII, on va le voir, c'est quelqu'un dont les auteurs disent à son propos l'absence de volonté. Je vais revenir sur cette question. Et du côté castillan, c'est pas mieux. Jean Ier de Castille souffre de douleurs intenses après la bataille d'Aljubarrota en 1385, à tel point que, devant les Cortes qui lui font la leçon, il met en scène cette douleur. Il sombre bientôt lui aussi dans la maladie. Henri III de Castille, c'est pas mieux. Et puis, cela nous conduit vers Jean II, justement, ce roi de 1420, et Henri IV. Et là, ça prend un tout autre tour, parce que l'on constate que le simple corps du roi, qui est marqué par cet affaiblissement, en réalité, au cours de ses règnes, eh bien, s'affaiblit au point de tomber dans l'impuissance avec Henri. Il y a un problème de virilité royale, de vigueur royale, entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle. Ce qui explique probablement le constat de la léthargie royale et la possibilité de figurer ce roi couché. Alors, de cette situation, les auteurs ont conscience. Et j'aimerais évoquer simplement une explication que donne Alfonso de Palencia, un auteur humaniste qui écrit sur le modèle des Décades, la chronique d'Henri IV en Castille. À propos de l'amollissement du prince, de sa perte de vigueur, de perte de volonté, eh bien, il fait le parallèle avec Rome, la République. Il évoque la question de la virilité qu'il oppose à la mollitia, en utilisant ces termes romains, et il pointe en fait une question qui est un mal des rois hispaniques, particulièrement au XVe siècle, c'est qu'ils ont sombré en gros dans le mal musulman de la sodomie, dont l'introduction en Castille a été du fait de Álvaro de Luna, justement, le favori de Jean II à partir de 1420, et que cette addiction du prince
le conduit finalement vers cette impuissance qui est constatée pour Henri IV. On reviendra sur cette question de l'homosexualité. J'ai l'impression de tracer un trait entre sodomie et homosexualité, ce n'était pas mon intention. On reviendra sur cette question et à l'occasion, en tout cas, de l'amollissement du prince et de la question de la Molissia, grâce à la séance qu'animeront Damien Boquet et Zrinska Styljak, donc le 28 mai. Alors, un tel développement, celui de du mal musulman ou de la léthargie royale en raison de ce mal musulman, n'est pas envisagé pour la France, encore que on assiste aussi à une sexualisation en fait, de la figure du prince qui est très équivoque en réalité. Toutefois, il est impossible de ne pas penser à certains discours, et notamment du règne de Charles VII, qui appellent au réveil du roi, mais justement parce qu'on constate, en gros, c'est un gros mot. Ce roi du XVe siècle qu'est Charles VII notamment. Et j'aimerais donc par conséquent continuer avec les écrits de Jean Juvénal des Ursins. Je ne vais pas rappeler l'ensemble des spécialistes qui ont travaillé sur cet auteur, mais je citerai simplement le plus récent, la thèse de Sébastien Casalas sur Jean Juvénal des Ursins, et plus particulièrement sur les épîtres, avec un titre d'ailleurs qui fait écho à ce séminaire, puisque le titre c'est Jean Juvénal des Ursins, prélat engagé, qui est paru chez Honoré Champion en 2020. Jean Juvénal des Ursins, simplement quelques mots, puisqu'il faut vraiment que j'avance et que je finisse. Il appartient lui aussi, j'ai parlé tout à l'heure des Normands avec Chartier, de la famille Chartier. Eh bien, Juvénal des Ursins, il appartient à une dynastie, lui aussi, de serviteurs, qui prend son origine à Troyes, du côté des drapiers de Troyes, et qui se sont enrichis et qui accèdent en fait à des positions grâce à l'investissement dans l'université, et plus particulièrement l'enseignement du droit, qui permet à pratiquement tous les fils de Jean Jouvenel des Ursins, finalement, ici, qui sont représentés dans cette toile de la chapelle funéraire, qui était conservée à Notre-Dame de Paris, qui est actuellement en dépôt au musée de Cluny. Vous avez en fait tous les membres de la fratrie qui portent cotte d'armes et qui sont tous au service du roi. Alors, je vais simplement m'intéresser, parce qu'ils sont très nombreux, alors je signalerai simplement juste derrière moi le portrait de Guillaume, Jouvenel des Ursins, chancelier de France, qui est peint ici par Jean Fouquet, ce qui signe bien entendu le triomphe de cette famille. Alors celui qui m'intéresse, c'est Jean, qui est évêque-comte de Beauvais, qui va devenir ensuite évêque de Laon et puis archevêque de Reims en 1449, et archevêque de Reims où il remplace en fait son frère Jacques. Donc vous voyez que chez les Jouvenel des Ursins, ça marche en quelque sorte. Jean a ceci de particulier, c'est qu'il latinise en plus son nom, le nom de la famille, et qu'à partir de Jean, on peut parler à la fois des Jouvenel des Ursins ou des Juvénal des Ursins, qui créent comme ça un élément de complexité. Bref, j'avance très rapidement. Oui, il faut que je termine. Simplement avec deux choses, mais en tout cas vous riez, vous réagissez, donc vous n'êtes pas endormis. C'était bien le but de vous faire passer 2 heures. J'aimerais simplement évoquer les épîtres de Juvénal des Ursins pour 2 choses. Première chose, très clairement, dans ces épîtres, en fait, la virilité du prince, la vigueur du prince est une obsession de Juvénal des Ursins. Et puis à cette obsession s'ajoute autre chose, l'appel au réveil du prince. Et c'est notamment très clair dans une des épîtres au discours de Juvénal des Ursins, Loquar in Tribulatione, où il passe son temps. Vous avez ici le plan de ce discours, à répéter le psaume 23, « Exsurge quare obdormis domine, levez-vous, pourquoi dormez-vous, Seigneur ?» Et il poursuit ainsi,
son commentaire, il fait part de toutes les tribulations et puis il ponctue cela par le rappel sous la forme d'une litanie « Exurge, quare, obdormis, Domine ». Pourquoi dormez-vous, Seigneur? Et à cette question, bien entendu, il y a une réponse. Surgez, levez-vous. Levez-vous, et il lui demande de se lever. Or, pour le faire se lever, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est moins qu'il se lève, mais qu'il ne s'endorme pas. Et en fait, on voit quel est ici le problème. C'est bien celui de la léthargie du prince, de l'endormissement du prince, qui est un élément, justement, de la perte de sa vigueur. Or, pour qu'il ne s'endorme pas, il lui raconte des histoires. Curieux. Et parmi ces histoires, eh bien, il monte une fable animalière qui puise eh bien, au roman de Renard, mais aussi à une œuvre qui est le Kallila et Dimna, qui est un de ces récits fondamentaux du Moyen-Âge, d'origine indienne, du IIIe siècle, traduit au perse au 8e siècle, passé à l'arabe, traduit au castillan sur la cour d'Alphonse X. Et ici, vous avez en fait le manuscrit de la traduction faite par Guillaume de Béziers pour la cour de Philippe le Bel, qui était censée être la traduction de la traduction castillane, mais finalement, eh bien, Guillaume de Béziers, un peu fainéant, eh bien, a repris, a pompé la traduction de Jean de Capoue, mais c'est un grand succès. Et pourquoi je parle de cela? Tout simplement pour revenir, pour finir, véritablement, je vous le jure, à la Castille, parce que ce problème du sommeil du prince, de ce risque de ce prince qui s'endort, eh bien, avive également le débat, notamment en 1469, au sortir de la guerre civile, lors des Cortes, l'assemblée politique que rassemble Henri IV pour faire la paix. Les villes, qui savent bien que la paix va se faire sur leur dos, adressent une première pétition au prince. Or, dans cette première pétition au prince, elle formule un rappel des fondamentaux du métier royal, mais elles ajoutent un élément qui s'avère assez intéressant, et là je n'ai pas la copie sous les yeux, donc il faut que je me rapproche, Patrick. Il est possible d'affirmer que votre dignité royale est lourde d'une charge et sujette à un lourd travail, et votre charge est que, pendant que vos sujets dorment, votre Altesse doit rester éveillée pour les défendre, et que vous êtes leurs mercenaires, car vos sujets vous versent une solde part du fruit et des profits de leur industrie, et ils vous servent de leur personne lorsque vous en avez le besoin, et pour vous faire le plus puissant, pour qu'à votre tour vous satisfassiez les leurs et éteigniez leurs souffrances, car pensez que votre Altesse est obligée par un contratto callado, c'est-à-dire un contrat caché, implicite, à les maintenir en justice. La solution qui est donnée ici, en réalité, dans cette pétition des Cortes, c'est tout simplement de dire au prince qu'il ne peut pas s'endormir, qu'il doit veiller. Et cela n'est pas, cela a des origines, bien entendu. Ernst Kantorowicz nous avait appris que cette idée du rex ex somnis, cette vigilance, eh bien, est liée en fait à la construction du concept de lex animata. Et puis, les médiévaux connaissent ce psaume 121. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Le prince est condamné à l'insomnie pour veiller sur ses sujets. Alors, pour conclure tout à fait, vous voyez qu'autour du Chartier, j'ai tenté de tracer un parcours, et que ce parcours m'a conduit de la France vers la Castille, et puis de la Castille vers la France vers la Castille, et que, eh bien, on s'est tous couchés finalement, fatigués de cet effort. Le poète s'est alité, le roi s'est couché, et maintenant, il est condamné eh bien, à rester à veiller, peu importe s'il soit couché ou debout, mais en tout cas, il ne peut plus dormir. On a vu aussi, en fait, en réalité, plusieurs collaborative debating communities, plusieurs communautés collaboratives du débat se mettre en place, entre les auteurs du côté des poètes, du côté français, mais également, nous avons fini sur un autre type de discours qui nous mène vers la scène parlementaire, à la fois du côté français et du côté castillan. Alors,
avec dès lors un trait, un fil qui est cette idée du réveil. Et je finirai simplement par une proposition, et c'est en cela que je complète la proposition de définition posée au départ. Je pose une question qui est la suivante. Faut-il distinguer entre littérature de l'éveil et littérature du réveil ? Les littératures du réveil ne seraient-elles qu'un rappel des littératures de l'éveil ? Et si elles sont un rappel des littératures de l'éveil, est-ce qu'on peut poser une chronologie et penser peut-être que nos littératures du réveil qui nous intéressent marquent peut-être un temps dans l'histoire des pouvoirs, un temps peut-être entre les années 1380 et les années 1460, où les fondamentaux de la littérature de l'éveil, les miroirs aux princes qui avaient été posés entre les années 1250 et 1350 ont été oubliés, ils n'ont pas marché. Et en réalité, quand on prend les miroirs aux princes, la plupart n'ont pratiquement pas circulé. C'est un échec total. À part le De Regimine Principum, mais encore. Et que par conséquent, il y a un impératif, par les littératures des réveils, à rappeler la nécessité d'éveiller le roi à sa royauté, mais dès lors avec une seule solution, qui est de ne pas s'endormir. Pour le roi, mais également, bien entendu, pour ces sujets qui forment une communauté politique. Merci beaucoup François, bel effort, belle promenade, beau parcours de la Castille à la France et retour. Moi, évidemment, j'aurais plein de choses à dire, mais on va donner un petit peu de temps à celles et ceux qui veulent parler, enfin raisonnablement, on va se donner 20 minutes, pas plus, parce que toi, tu es un grand d'Espagne, alors évidemment, mais bon, ici, il y a un droit du travail encore, et donc à 19h, les gens ont le droit de partir et de se reposer. Évidemment, on comprend à t'entendre pourquoi on a hésité à parler d'une généalogie médiévale de la conscience politique, puisque c'est pas exactement celle auquel on s'attend que tu nous as introduit, et tu as évidemment permis de distinguer éveil et réveil, et de ce point de vue-là, on aura à en reparler, de même qu'on aura à reparler de cette manière, ces différents alitements dont certains, effectivement, ne dérogent pas à la majesté, d'autres disent plutôt une royauté sous emprise, mais évidemment, lorsqu'on parlait d'éveil de la conscience politique, si on en cherche une généalogie, des appels à la réforme, des appels à la conscience, on croit que cette littérature s'adresse d'abord à la communauté politique et s'adresse à une communauté qui doit réformer, sinon ses comportements, du moins ses conduites. Or là, effectivement, si cette littérature politique consiste à éveiller le roi à sa propre royauté, comme tu l'as brillamment dit, et moi j'en suis intimement convaincu, alors elle est dépaysante pour nous, enfin je veux dire, en tout cas, elle ne nous concerne pas directement, ou en tout cas elle nous préserve de la tentation d'aller y chercher la justification de notre conscientisation politique. Parce que, d'une certaine manière, on peut sans doute moins penser aujourd'hui qu'on attend des dirigeants le fait qu'ils veillent sur nous. C'est peut-être un peu l'inverse. On a souvent l'impression qu'ils manquent cruellement de sommeil, qu'ils se targuent au fond de ne jamais dormir, que c'est une situation bien médiévale que de confier au pouvoir des gens qui manquent de sommeil. C'est quand même le propre d'un monastère. C'est-à-dire des gens qu'on réveille sans arrêt, qui ont des nourrissons, n'est-ce pas Aurélien, à vie, ce qui est quand même très cruel pour eux. On tient 1 ou 2 ans, mais on ne tient pas 20 ans. Eux, oui, ou plutôt non. C'est-à-dire ça les met dans un état de conscience totalement halluciné. Et ce dont il est question, effectivement, dans toutes ces états, mais ça, Jean-Claude, tu nous en reparleras, évidemment, dans ta séance. Oui, c'est cette question de la mélancolie, c'est-à-dire de la béance que ça ouvre à des états détériorés de conscience et de volonté. Voilà. On a un... Aurélien, si tu as peut-être... Ah bah t'en as un, voilà. Nous avons un micro pour celles et ceux qui veulent intervenir, dire... leur satisfaction, leur mécontentement, poser une question, une critique, voilà.